voudrais rappeler à tous nos compatriotes qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une saison électorale. Si on avait une saison électorale et qu'il y avait déjà des candidatures déclarées, on pouvait dire « Ah, il est en train de proposer ceci pour éliminer telle personne ». Aujourd'hui, il n'y a pas un seul candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. La saison électorale n'est pas là. Donc, on ne fait pas de réformes pour écarter. Est-ce que moi, je connais ce monsieur que vous mentionnez? Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous avons des gens qui sont sortis de ce pays, qui sont allés à l'étranger, qui ont des familles et qui ont pu acquérir des nationalités étrangères. J'appelle ça des nationalités de convenance. Parce qu'ils devaient s'insérer dans la vie des pays où ils habitent et pour trouver du travail, pour nourrir leurs enfants, pour envoyer les enfants à l'école. Ces gens-là, ils ont été des parents très intelligents. Et pour faire ce qu'ils ont fait pour acquérir cette nationalité-là. Ce que nous devons faire, et qui contribuent aussi à l'économie de notre pays parce qu'ils gagnent de l'argent là-bas, ils envoient de l'argent au pays pour nourrir les familles qui sont au Congo. Ils investissent même l'argent qu'ils ont gagné à l'étranger dans notre pays. D'autres pays tels que le Sénégal et le Mali ont déjà résolu ce problème-là. Les Ivoiriens en sortent. Ce que nous devons faire, c'est ceci. La nationalité congolaise d'origine ne se perd pas. C'est-à-dire, vous êtes né congolais, vous mourrez congolais. Vous allez à l'étranger, vous avez 1, 2, 3 000 nationalités, vous les prenez comme vous voulez. Mais le jour que vous venez en République démocratique du Congo, nous vous reconnaissons, vous là, comme notre enfant. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui encore pour vous, je reçois un éminent, un professeur d'université, un docteur, un économiste et un président du parti politique avec qui nous allons partager sur les questions politiques de l'heure. Et je dis déjà bonjour, monsieur Noël Tchani Mwadianvita. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Ok. Comment se portent les partis? Très très bien, au fait. Très très bien. La force du changement, le regroupement politique que je préside, se porte très bien. Il y a beaucoup d'adhésions en masse sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes même débordés par les événements. Pourquoi? Parce que chaque jour, on reçoit des milliers de demandes d'adhésion. Nous approuvons tout le monde, mais ça prend du temps. Donc ceux qui n'ont pas encore été notifiés doivent savoir qu'ils sont acceptés comme membres de la force du changement. Ils vont recevoir des notifications au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'on est juste débordé par la masse de demandes d'adhésion. Déjà, vous faites du travail sur terrain, vous êtes trop actif sur terrain avec la salubrité et tout les autres là. Qu'est-ce que vous visez? Juste une visibilité ou un changement de comportement des citoyens congolais? Non, on ne cherche pas nécessairement la visibilité. Nous sommes conscients que notre pays est trop sale, et particulièrement la capitale Kinshasa, c'est invivable. La saleté vient avec des maladies, donc les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. En tant que citoyens de cette ville, mais également de ce pays, nous voulons nettoyer notre pays, nous voulons nettoyer la ville, donc nous voulons mobiliser la population en demandant qu'elle puisse s'impliquer dans l'opération Kinbopeto qui a été lancée par le gouverneur Ngentini Gobila de la ville de Kinshasa pour que chacun déjà nettoie devant sa maison. Après avoir nettoyé devant sa maison, essayez de nettoyer aussi la rue sur laquelle vous vivez. Si nous faisons cet exercice-là, je pense que sur une période donc de 3 mois, la ville de Kinshasa ne sera plus ce qu'elle est aujourd'hui. Et la propreté va améliorer donc les conditions de vie, va améliorer donc si je peux dire, va combattre les maladies. Et je voudrais vraiment que tout le monde, au niveau de la ville de Kinshasa, mais également sur l'ensemble du territoire national, puisse s'atteler à cet exercice-là. Ok. Monsieur Noël Tchani Mwadianvita, vous avez fait parler de vous par rapport avec votre récente tribune sur l'impérativité ou soit l'exigence que le futur président de la République, pour la République démocratique du Congo, bien sûr, soit né de père et de mère congolaises. Que visez-vous particulièrement par rapport à cette tribune? Oui, en tant que citoyen responsable, j'ai voulu clarifier les choses qui sont sous-entendues, mais que tout le monde ne comprend pas de la même façon. Pourquoi? Parce que quand il y a clarté, ça peut nous éviter des problèmes dans l'avenir. La constitution de la République démocratique du Congo définit qui est congolais.
on définit les Congolais d'origine, mais également les Congolais qui ont acquis de nationalité. Les Congolais d'origine, vous êtes nés de père ou de mère congolais, ou vous appartenez à l'une des ethnies qui existait en 1960, au moment où le Congo devenait donc indépendant. Maintenant, on dit l'accès à la présidence de la République est réservé aux Congolais d'origine. Ça veut dire déjà que les Congolais qui ont acquis la nationalité congolaise, les gens qui ont acquis la nationalité congolaise sont exclus. Maintenant, dans les Congolais d'origine, je crois que les choses doivent être claires. Pourquoi? Parce que actuellement, nous avons connu depuis 1996 une situation assez particulière en tant que pays. Nous sommes un pays qui avait été envahi par les armées des pays étrangers. Les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda avaient envahi notre pays. Pour faire partir ces armées-là, nous avons fait appel en tant que pays aussi à l'Angola, au Zimbabwe, à la Namibie, il y a les troupes d'Afrique du Sud, il y a même les troupes des Nations Unies, c'est-à-dire de tous les 180 pays qui constituent donc les Nations Unies, ces troupes-là se trouvaient en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, quand il y a un mélange donc de populations, il y a des enfants qui sont nés des mariages ou illégalement de ces combinaisons entre les Congolais et ces étrangers qui étaient donc ici. Dans le cadre de la Constitution actuelle, s'il n'y a pas de protection pour la fonction du président de la République, nous prenons le risque que très bientôt, parce que les enfants qui sont nés depuis que ces armées sont entrées au Congo en 1996, ils vont avoir 30 ans bientôt. Ces enfants-là remplissent le critère d'âge, le critère de nationalité, et ils peuvent se présenter aux élections présidentielles pour devenir président de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que les Congolais deviendraient si on avait à la magistrature suprême, à la présidence de la République, un Congolais d'origine d'après la Constitution actuelle, mais qui serait le fruit d'une union entre une Congolaise et par exemple un Rwandais ou un Burundais ou bien un Ougandais. Ces gens qui nous ont fait la guerre et qui voulaient envahir la République démocratique du Congo, qui voulaient nous occuper, c'est-à-dire nous coloniser. Moi, je pense que c'est très grave. Cet enfant qui deviendrait président de la République démocratique du Congo ne serait pas 100% loyal à la RDC parce que son père est venu du Rwanda, du Burundi ou de l'Ouganda ou de tous les pays que j'ai mentionnés là tout à l'heure. Donc, nous avons un grand problème à ce niveau-là. Pour éviter que cela n'arrive, il faut prévenir. Et pour prévenir, je pense que nous pouvons clarifier dans la Constitution que n'est éligible à la présidence de la République démocratique du Congo que les Congolais nés de pères et de mères congolais. De cette façon-là, on n'aura pas tous ces gens-là qui sont venus et qui sont nés dans des conditions assez spéciales. Donc, c'est une loi qui est générale, qui ne vise pas un individu, qui cherche à protéger la souveraineté nationale et qui met l'intérêt du peuple congolais avant toute autre considération. Okay, merci, c'est très clair, mais certaines questions sont en train de défiler dans ma tête là. Je vais commencer d'abord par la première palette. Ne pensez-vous pas que cette proposition de loi elle est discriminatoire? Parce que l'article 10 de la Constitution définit déjà presque qui est congolais. On dit simplement que la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Et alors, ne voyez-vous pas que dans cette allure, avec cette loi que vous proposez, certaines personnes, certains grands acteurs politiques déjà de la scène congolaise, aux politiques congolaises aujourd'hui, se sentent déjà indexés du doigt et discriminés par rapport à cette proposition de loi? Vous savez, dans chaque pays, il y a des règles que tout le monde doit respecter. Il y a discrimination lorsqu'on vise un individu ou un petit groupe d'individus. Il n'y a pas de discrimination lorsque la loi s'applique à tout le monde de façon particulière. Dans notre pays, ce que je suis en train de proposer, vous avez bien dit qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent dans cette catégorie. Donc il n'y a pas de discrimination qu'on vise un individu. Moi, je ne connais pas des gens, je ne connais même pas 10 personnes dans cette situation-là, mais je sais simplement qu'il y a des millions de personnes qui se trouvent dans cette situation particulière. Donc, la discrimination, s'il existe, c'est une discrimination positive pour l'intérêt général, pour protéger la souveraineté du pays, pour que les Congos continuent à être le Congo dans les mains des Congolais tels que nous l'avons connu, pour que le Congo ne perde pas la souveraineté nationale. C'est ce genre de discrimination-là que moi, je pense tout le monde devrait soutenir. Mais je voudrais déjà vous dire que les constitutions d'autres pays, je ne veux même pas parler des pays africains, qui ont les mêmes clauses, là, qui réservent le pouvoir simplement aux autochtones. Mais les constitutions d'autres pays tels que les États-Unis d'Amérique
ont été très clairs en ce qui concerne ce genre de discrimination. Par exemple, aux États-Unis est américain, toute personne qui est née sur le territoire américain, vous savez que les États-Unis, c'est un pays d'immigrés. Oui. Tout le monde est venu de quelque part. Ils sont venus, ils se sont installés là-bas depuis des siècles et des siècles. Maintenant, ils ont adopté comme constitution, est américain toute personne qui est née sur le territoire américain. Dans ces conditions-là, des gens comme Barack Obama, qui était né sur le territoire américain, avaient plein droit de devenir président de la République parce qu'ils remplissent les critères en tant qu'Américains à part entière. Mais les Américains ont voulu aussi faire une discrimination pour ne pas permettre l'accès à la présidence de la République à n'importe qui n'est pas 100% loyal à ce pays-là. Ils ont introduit dans la loi, dans la Constitution, une disposition donc, qui dit que tout citoyen américain qui a acquis la nationalité, qui est venu de l'étranger et qui a acquis la nationalité américaine, peut occuper tous les postes dans le pays, peut faire tout ce qu'il fait et qu'il veut, sauf la présidence de la République. C'est dans ces conditions-là que certains noms célèbres, tels que l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, ou bien l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright, qui était très brillant, distingué. Quand Kissinger parle, oh là là, c'est quelqu'un, donc c'est un connaisseur. Alors, ces gens-là, parce qu'ils avaient la nationalité américaine donc d'acquisition, ne sont pas éligibles pour être candidats à la présidence. Et je vous assure que si Kissinger était candidat à la présidence, il gagne la présidence des États-Unis haut la main. Il y a aussi un acteur venu de l'étranger, M. Arnold Schwarzenegger, que tout le monde a connu dans les films. Il était gouverneur donc, de la Californie, très populaire. Mais Arnold Schwarzenegger n'a pas pu être candidat à la présidence. Il y a eu même des pétitions, des gens qui réclamaient qu'on puisse autoriser qu'il puisse se présenter. On lui a répondu que dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Vous êtes venu de l'étranger, vous n'avez pas la loyauté 100% à l'égard des États-Unis, vous avez une loyauté partagée. On ne peut pas prendre ce risque-là en vous laissant accéder à la magistrature suprême. C'est ce genre donc de distinction-là que je voudrais introduire aussi dans notre pays pour protéger notre pays, protéger la souveraineté nationale, défendre l'intérêt national et surtout faire en sorte que le Congo ne prenne pas le risque d'avoir à la magistrature suprême un individu ayant une loyauté partagée entre la RDC et un pays étranger. J'ai cité tout à l'heure là le Rwanda, mais ça peut être l'Ouganda, ça peut être la Zambie, ça peut être la Tanzanie, n'importe quel pays. Donc ces gens-là, ce sont des Congolais à part entière. On n'enlève en rien leur appartenance à la République démocratique du Congo. On dit simplement, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf que vous ne devez pas devenir président de la République, parce que si on commence à faire des exceptions, on va faire des exceptions, on aura peut-être un premier cas ou quelqu'un qui va travailler 100% loyal à la RDC, mais on arrivera donc un jour à une situation où l'individu met les intérêts de l'autre côté de ses parents en avant les intérêts donc, de la République démocratique du Congo. Donc c'est ça, ce genre de discrimination-là, que je considère donc est positive. C'est pour de bonnes raisons que je pense que le peuple congolais devrait accéder donc à ce que je propose. Ok, merci monsieur le docteur. Mais vous savez, plusieurs Congolais déjà, quand on vous suit, on suit la réflexion que vous faites, c'est une très bonne réflexion. Plusieurs Congolais déjà adhèrent à cette réflexion. Mais ne sentez-vous pas que les contextes politiques actuels ne permettraient pas que cette loi-là puisse arriver à l'application? Le contexte politique actuel est très approprié pour ce que je propose. Et je crois qu'on aurait dû avoir cette disposition en place depuis qu'on a adopté la Constitution de 2006. On aurait dû avoir cette disposition en place. Mais malheureusement, il n'est jamais trop tard pour agir. Actuellement, pourquoi est-ce que c'est approprié qu'on puisse mettre cette disposition sur la table? C'est parce que vous avez suivi qu'il y a des groupes différents qui proposent des réformes institutionnelles, des réformes constitutionnelles avant les élections de 2023. Les catholiques, la CENCO, a proposé ce qu'on appelle une feuille de route. Dans cette feuille de route-là, on parle des réformes électorales, on parle aussi des réformes constitutionnelles. Il y a même ces gens-là du groupe d'ensemble qui ont proposé aussi des réformes constitutionnelles avant 2023. Ils proposent même que le président de la République puisse démissionner de son poste 6 mois avant la tenue d'élections en 2023. Donc, moi, je pense qu'on ne va pas faire une portion des réformes institutionnelles aujourd'hui,
avant 2023 et attendre avec ce que moi je propose pour que ça vienne après 2023. Il faut qu'on ait le paquet complet de tout ce que nous avons comme réforme à faire, qu'on le fasse une fois pour toutes pour qu'on ait une constitution purifiée qui va répondre maintenant aux besoins du développement du peuple congolais, mais surtout à l'impératif de sauvegarde de la souveraineté nationale, de paix, et qui mette en avant l'intérêt donc général du pays. Okay. Parce que vous avez cité ensemble et ils se sentent beaucoup plus indexés parce qu'il y a un leader qui voulait à tout prix briguer le mandat de la présidente de la République en 2016. Il a été mis out et c'est comme si tous les voyants étaient ouverts pour 2023 et votre proposition de loi vient comme un cheveu dans la soupe pour Moïse Katumbi. Ce n'est pas un cheveu dans la soupe que je suis en train de proposer. D'abord, je voudrais rappeler à tous nos compatriotes qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une saison électorale. Si on avait une saison électorale et qu'il y avait déjà des candidatures déclarées, on pouvait dire « Ah, il est en train de proposer ceci pour éliminer telle personne. » Aujourd'hui, il n'y a pas un seul candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. La saison électorale n'est pas là. Donc, on ne fait pas des réformes pour écarter. Est-ce que moi, je connais si ce monsieur que vous mentionnez veut être candidat à la présidence ou pas? Je ne suis pas au courant. Je n'ai pas vu, il n'a pas été candidat en 2018, il ne sera pas peut-être candidat en 2023, et s'il veut être candidat, qu'il attende au moment approprié. On va étudier en ce moment-là pour déterminer s'il remplit les critères d'éligibilité ou non. Donc, ce que je suis en train de proposer, je n'ai pas à l'esprit un seul individu qu'on veut éliminer ou qu'on ne veut pas éliminer. On ne peut pas faire une loi dans un pays en tenant compte de la situation d'un seul individu. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes d'accord qu'il y a plusieurs enfants qui sont nés dans notre pays, issus de ces mariages avec métissés et consorts. Vous êtes d'accord? Oui. Et vous êtes d'accord aussi que ces mariages-là, ces enfants-là, ça pose une menace s'ils accèdent donc aux menaces de loyauté, s'ils accèdent au sommet de l'État lors des élections de 2023 ou après cela. Donc, prenons des mesures préemptives sans tenir compte des individus. Moi, je ne pensais pas à un seul individu quand je proposais cela. J'ai pensé simplement à l'intérêt supérieur du peuple congolais, à la nécessité de sauvegarder la souveraineté nationale et surtout, je pensais qu'il faut être clair. Mieux vaut avoir une constitution qui est claire, qui a mis en place tous les garde-fous nécessaires, plutôt que prendre le risque et se retrouver en 2023 avec des choses qui vont nous exposer à des risques donc énormes. Et il faut encore une fois de plus que les gens comprennent que le timing pour ce que je propose là, c'est maintenant. On ne peut pas juste revoir certaines dispositions de la Constitution et attendre 2023 et revenir en arrière, commencer à faire d'autres. Les gens vont me demander, mais vous étiez où lorsqu'on faisait donc des propositions donc de réformes? Donc, je veux que tout soit fait une fois pour toutes et maintenant. Okay. Une fois pour toutes et maintenant, ne sentez-vous pas que certaines personnes en commentaire, pendant qu'ils suivaient, je lis les commentaires pendant que votre tribune a été mise en ligne, certaines personnes disent que les besoins express aujourd'hui, les besoins primaires aujourd'hui des Congolais doivent au contraire se diriger vers l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Qu'est-ce que la proposition de loi de M. Noël Tchani Mwadi Anvita va amener dans la façon de l'amélioration des conditions de vie du Congolais? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ne vont pas au Congo. Et qu'est-ce que cela va... Je suis content que vous posiez cette question-là. Et je voudrais rappeler à tout ce monde-là, à tout le peuple congolais, que moi, j'ai à l'esprit l'amélioration du pouvoir d'achat du peuple congolais, l'amélioration des conditions de vie de tout le monde. C'est pour cela que j'ai proposé le plan Marshall. Le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC vise justement à améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Mais dans le plan Marshall, il n'y a pas une seule activité. Il y a plusieurs choses que nous devons faire concomitamment ou successivement pour arriver à réaliser cet objectif-là. Parmi ces choses-là, il y a la révision du cadre juridique, il y a l'amélioration du système de justice, il y a l'amélioration des institutions, le système de gouvernance. Et pour améliorer les institutions, ce que je suis en train de proposer là entre dans ce cadre-là. Donc c'est l'une des activités pour mettre en œuvre le plan Marshall dans sa globalité, le plan Marshall qui aboutirait à l'amélioration des conditions de vie de toute la population. On va créer des infrastructures de base, on va améliorer le système de gouvernance, on va améliorer la qualité des ressources humaines en investissant dans l'éducation, la santé, des services de télécommunications, on va améliorer
l'accès à la nourriture, l'autosuffisance alimentaire en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche, ce qui va avoir donc un impact tangible sur les conditions de vie de la population. On va industrialiser le pays, moderniser donc l'économie, on va diversifier l'économie, on va améliorer la capacité de l'autorité monétaire, la Banque centrale à fonctionner, on va améliorer le secteur financier qui mobilise des ressources et qui donne des crédits donc aux individus ou bien aux entreprises pour que ces entreprises créent des emplois qui vont donner du travail, donc qui vont créer des emplois qui vont donner donc des salaires à nos compatriotes pour qu'ils puissent bien vivre. Donc ce que je suis en train de proposer, c'est un arsenal de mesures pour améliorer les conditions de fonctionnement de la République démocratique du Congo, développer la RDC et surtout améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise. Nous allons parler de la nationalité congolaise parce que nous parlons de cela. Ne voyez-vous pas que l'affaire de la nationalité, c'est une grande escroquerie? Je m'explique. Nous avons des binationaux, pendant que nous savons que l'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise, elle est une et exclusive. L'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise doit être un point d'honneur sur lequel les pays doivent vraiment s'atteler. Mais nous savons qu'il y a des binationaux, nos ambassadeurs, que ce soit des footballeurs, que ce soit des boxeurs, qui sont binationaux, mais que nous acceptons qu'ils puissent représenter les pays. Il y a de ceux-là qui sont députés, mandataires ici, qui sont à la fois congolais et à la fois, je ne sais pas, belges, français, américains, mais qui dirigent les pays et qui animent des institutions dans notre pays. Et pendant que nous savons que la nationalité congolaise... Et alors, vous ne voyez pas qu'il y a une grande escroquerie, sinon, comment dire, par rapport à cette situation? Sur cette question, moi je propose que nous puissions affronter cette question-là avec beaucoup de responsabilité. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous avons des gens qui sont sortis de ce pays, qui sont allés à l'étranger, qui ont des familles et qui ont pu acquérir des nationalités étrangères. J'appelle ça des nationalités de convenance, parce qu'ils devaient s'insérer dans la vie des pays où ils habitent et pour trouver du travail, pour nourrir leurs enfants, pour envoyer les enfants à l'école. Ces gens-là, ils ont été des parents très intelligents et pour faire ce qu'ils ont fait pour acquérir cette nationalité-là. Ce que nous devons faire, et ils contribuent aussi à l'économie de notre pays parce qu'ils gagnent de l'argent là-bas, ils envoient de l'argent au pays pour nourrir les familles qui sont au Congo. Ils investissent même l'argent qu'ils ont gagné à l'étranger dans notre pays. D'autres pays tels que le Sénégal et le Mali ont déjà résolu ce problème-là, les Ivoiriens et consorts. Ce que nous devons faire, c'est ceci. La nationalité congolaise d'origine ne se perd pas. C'est-à-dire, vous êtes né congolais, vous mourrez congolais. Vous allez à l'étranger, vous avez 1, 2, 3 000 nationalités, vous les prenez comme vous voulez. Mais le jour que vous venez en République démocratique du Congo, nous vous reconnaissons, vous là, comme notre enfant, comme notre compatriote. C'est-à-dire, la nationalité, on appelle ça abusivement la double nationalité. Je veux qu'on adopte ce principe de double nationalité, que la nationalité congolaise ne se perde pas, que ceux qui ont adopté la nationalité congolaise, ceux qui ont la nationalité congolaise, qu'ils puissent la garder donc jusqu'à la mort, et que s'ils vont prendre des nationalités étrangères, tant mieux pour eux, ça leur permet certaines facilités, mais on ne doit pas exclure nos compatriotes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés en France, ils ont pris la nationalité française. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément aussi... Donc, si par rapport à ce premier élément, vous êtes, pour la double nationalité? Je suis pour la double nationalité. Okay. Je ne vais pas appeler ça double nationalité. Je suis pour la multinationalité, c'est-à-dire nationalité congolaise que nous tous nous reconnaissons, plus c'est que vous pouvez prendre des petites nationalités à l'étranger qui n'ajoutent pas de la poudre de raison de convenance. Ça, c'est la première chose. Maintenant, en ce qui concerne... maintenant, c'est une fois que les gens ont ces nationalités-là, la nationalité, que les Congolais de la diaspora qui avaient perdu la nationalité congolaise ont recouvré cette nationalité. Ils seront éligibles pour se présenter aux élections ici à tous les niveaux, mais aussi pour choisir les dirigeants de notre pays. Parce que ce sont des Congolais. Vous savez, vous pouvez être Congolais n'importe où là. Vous dormez, vous vous réveillez la nuit, vous rêvez en lingala ou en chiluba ou en swahili dans la langue de chez vous, ou en kikongo dans la langue de chez vous. Donc quand vous avez un matanga à l'extérieur, vous trouvez les Congolais, ils se retrouvent tous ensemble. Mais vous ne trouvez pas les Congolais mélangés simplement avec des Français et ceci, là. Vous trouvez les Congolais, ils se retrouvent ensemble, ils se reconnaissent. C'est cette identité nationale-là que nous avons en commun. Donc, moi, je dirais à notre Parlement, à nos députés, à nos sénateurs, allez vite modifier la loi sur la nationalité
pour que tout le monde qui a perdu sa nationalité congolaise d'origine recouvre cette nationalité-là, parce que c'est dans l'intérêt de notre pays. Les autres pays nous ont déjà dévancés. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, les îles du Cap-Vert. Et ça rapporte beaucoup d'argent à notre pays, qui est cette fluidité-là pour que les gens puissent se déplacer facilement, aller à l'étranger, revenir, trouver du travail à l'étranger s'ils peuvent, gagner de l'argent et rapporter ça pour utiliser ça au Congo. Est-ce que ces personnes-là, par exemple, M. Noël Tchani Mwadianvita, qui a vécu plusieurs années aux États-Unis, et de surcroît, il devient américain, et quand il revient ici au Congo, peut-il postuler pour être président de la République? C'est juste là ma réflexion. Mais bien sûr, il peut postuler. La condition doit être que la personne doit être issue des pères et des mères congolais. Parce qu'il est lié à ce facteur-là, à ce sol-là. Il n'y a pas de séparation. Il doit être, qu'il soit de la diaspora, qu'il soit n'importe qui, il doit être éligible. Pourquoi? Parce que c'est ça la condition que nous voulons. Nous voulons qu'il soit ici de pères et de mères congolais. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Parce que nous reconnaissons que quand il est issu des pères et des mères congolais, il est loyal à la République démocratique du Congo. Oubliez ces petites nationalités étrangères-là. Ce sont des histoires de convenance. Ce sont des papiers qu'ils peuvent jeter à tout moment. Il doit être éligible pour toutes les fonctions tant qu'il est du père et du mère congolais. Mais s'il est simplement congolais de père et que l'autre moitié se trouve donc de l'extérieur, ça ne s'applique plus. Donc voici ce que je propose. Ok, merci beaucoup. Nous avons placé quelques mots par rapport à la récente sortie de propos du président de l'Assemblée nationale, M. Mbosoko Diampouanga, qui, du haut du perchoir, a indexé le député national de l'Est, du Grand Kivu, Ituri et tout le reste, et leur a dit: vous devez quitter les groupes armés pour que la paix revienne à l'est du pays. Quand vous avez entendu ces mots, quel est le sentiment que vous avez? J'étais choqué d'entendre ça, mais nous savions depuis très longtemps que les groupes armés à l'est sont entretenus par des politiciens, et on a toujours dit qu'ils sont à Kinshasa. Donc je ne suis pas surpris qu'on dise que parmi ces politiciens à Kinshasa, il y a des députés nationaux, il y a des sénateurs, il y a des membres du gouvernement. Moi, je pense qu'en tant que pays qui veut retrouver la paix et la sérénité, nous devons être pragmatiques et nous devons avoir aucune pitié à l'égard de ceux qui entretiennent l'insécurité. Je voudrais compléter le président de l'Assemblée nationale. Non seulement donc donner l'ultimatum qu'ils doivent quitter les groupes armés, mais leur dire qu'ils ont 2 semaines pour le faire. Et s'ils ne le font pas dans 2 semaines, ils seront hors du Parlement. Ils seront radiés purement et simplement du Parlement, de l'Assemblée nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je demanderai au président de l'Assemblée nationale de nous publier les noms de ces gens-là, parce que le peuple veut connaître. Le peuple veut savoir qui est l'ennemi du peuple, qui entretient l'insécurité et qui prétend pouvoir nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, 2 choses. Une chose, il faut publier les noms. 2, il faut donner l'ultimatum pour qu'ils abandonnent ces troupes armées. 3e chose, s'ils n'abandonnent pas, qu'ils quittent le Parlement immédiatement. Okay. J'ai vu le président Mbosoko Dia brandir une farde jaune. C'est comme s'il avait tous les renseignements. Est-ce que c'était un coup de bluff ou réellement il a vraiment des informations? Je ne connais pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je devine qu'il doit avoir, s'il a fait cette affirmation, il a cette information. S'il a cette information, je dis encore une fois de plus, il faut leur donner 2 semaines maximum pour qu'ils puissent se désengager totalement et donner des preuves qu'ils l'ont fait. S'ils ne le font pas, qu'ils quittent l'Assemblée nationale, et nous voulons aussi que le président de l'Assemblée nationale publie ce qui était le contenu donc de cette farde jaune-là, pour qu'on connaisse exactement qui est qui. 48 jours, toujours pas de gouvernement. Ce sont ce que j'appelle les difficultés d'enfantement. Vous savez, ça prend 9 mois pour qu'un enfant puisse sortir du ventre de sa mère. Et c'est un travail laborieux, et je devine que le Premier ministre fait le maximum qu'il faut pour arriver à tenir compte de toutes les contraintes qu'il a, la représentativité des femmes, la représentativité régionale, la représentativité politique, les critères de compétences, les critères de qui était sur la liste qui maintient les troupes armées, le critère de qui est frappé par des casiers judiciaires, qui a la bonne moralité, l'intégrité. Donc tous ces critères-là, il doit faire la compilation et avec l'idée qu'il va nous sortir un gouvernement qui soit pour lequel nous allons tous applaudir. Donc moi je pense que
c'est urgent, étant donné qu'il y a beaucoup de défis sur lesquels nous devons travailler. Mais une semaine additionnelle, si le Premier ministre sortait son gouvernement d'ici ce week-end-là, je pense que nous allons tous applaudir, tant que les membres du gouvernement sont des personnes qui répondent au profil tel que je viens donc de le décrire là. Okay. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Votre dernier mot pour aujourd'hui? Mon dernier mot revient sur la proposition que j'ai faite pour qu'on puisse purifier notre Constitution. Et je veux que les débats sur cette question délicate, cruciale pour notre pays, soient des débats civilisés. J'ai vu qu'il y a certains journalistes minables qui sont payés $10, $20 et qui vont à la télévision pour me vilipender. Ce sont des ignorants qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne voient pas l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et ce sont les mêmes personnes-là, lorsqu'on aura un chef d'État avec un visage rwandophone, ils vont commencer à crier « Non, on ne peut pas accepter cela. Mieux vaut prévenir que guérir. » Ce que je suis en train de proposer, ça ne vise personne. C'est une question d'intérêt national. Nous voulons que nous puissions sauvegarder cette dignité d'être Congolais, cette fierté d'être Congolais, en ayant toujours un chef de l'État qui ressemble à nous tous Congolais. Pas un chef d'État qui a un visage qui ressemble aux étrangers et il dit qu'il est président de la République démocratique du Congo. Donc, je demande à tous nos compatriotes de mener cette réflexion-là de façon civilisée. Ceux qui ont des points de vue divergents, qu'ils le fassent de façon civilisée. J'ai vu certains députés nationaux, on les appelle députés nationaux, minables qu'ils sont. C'est permettre d'aller à la télévision. Très fort, minable. Minable, sincèrement. Mais c'est permettre d'aller à la télévision et d'utiliser des mots, un ignorant, un incompétent et consort. Je suis plus qualifié que la plupart de tous ces gens-là qui parlent. Vous les mettez ensemble dans une boîte, ils ne valent pas le 1/100e de ce que je suis. Donc, quand j'ai réfléchi et j'ai fait cette proposition-là, c'est parce que j'ai à cœur l'intérêt du peuple congolais et l'intérêt de mon pays. Et je veux que la majorité des Congolais qui m'entendent puissent adhérer à cette vision parce qu'il en va de l'intérêt de nous tous. Je sens que le peuple congolais n'est pas encore assez mature et tolérant. Le peuple est très tolérant, le peuple est très mature. Mais il y a certaines personnes, certains journalistes malhonnêtes, achetés avec $10, avec $20, ou certains députés, manipulés, bien sûr, on le sait très bien d'où ils tirent leur argent. L'argent volé d'ailleurs, la source d'argent là, c'est volé. Et ils arrivent, on leur donne $10, $20, ils commencent à tirer sur les gens qui veulent améliorer les conditions de tout le monde. Je les appelle des minables. Ils sont purement et simplement des prostituées journalistes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des journalistes. Il y en a parmi eux que moi j'ai nourris, qui sont venus ici plusieurs fois, ou bien que j'ai accueilli à Washington. Je leur ai donné de l'argent, je leur ai acheté à manger. Ce sont des prostituées. Ils viennent chez moi, ils demandent de l'argent, et ils vont derrière, on leur donne de l'argent pour venir me vilipender, ils le font. Donc, je voudrais que nous puissions purifier et la vie des journalistes, mais la vie des politiciens aussi, des députés nationaux, ceux qui m'insultent là, ils ne méritent pas d'être à l'Assemblée nationale. Cette loi va être adoptée. Elle va être adoptée, pourquoi? Parce que j'ai senti en très peu de temps qu'il y a une volonté ferme de tout le peuple congolais pour que nous puissions protéger la souveraineté nationale en adoptant cette loi. Et moi, je suis choqué d'ailleurs, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. On est, quelque part, on dit, nous voulons que le président de la République démocratique du Congo soit toujours un Congolais. Et il y a des gens comme soudainement qui commencent à crier dans la salle, ils ne sont pas d'accord. Ces gens-là ne sont pas Congolais alors. Oui. Ils ne sont pas Congolais. On a découvert qui est Congolais, qui ne l'est pas. Il y en a qui sont venus des pays voisins et qui se sont infiltrés donc parmi nous et qui veulent même devenir président de la République. Prenons garde à cela. Purifions notre constitution. Mettons en place donc des garde-fous pour que ces risques-là ne se matérialise pas, pour que la République démocratique du Congo continue à être un pays souverain. Et la souveraineté, c'est le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. C'est-à-dire, la loyauté doit être totale, doit être 100%. Nous devons nous assurer que le chef de l'État de la RDC, c'est quelqu'un qui est loyal à la RDC, qui a le sang, l'intelligence, le cerveau, le corps et la loyauté totalement à la République démocratique du Congo. Quelles sont les chances que vous donnez à votre proposition de loi? Si on organise un référendum aujourd'hui, il va passer à 90%. Si on soumet ça à l'approbation de l'Assemblée nationale, il passera à plus de 3/4 de députés. Donc j'ai senti qu'il y a une volonté ferme de la part de tous les camps. Front commun pour le Congo, Union sacrée, et il y a des gens même de l'ensemble pour le changement qui m'ont appelé, qui m'ont dit qu'il ne faut pas citer leur nom. Mais ils veulent que cette loi soit adoptée pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, parce qu'ils mettent en avant l'intérêt supérieur du peuple congolais et pas les intérêts des individus. Donc,
La société civile, elle se mobilise. Vous avez entendu les Jean-Claude Katende. Jean-Claude Katende n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il se prononce donc en faveur de ceci, de cette loi-là, c'est qu'il a fait son travail. Il a analysé objectivement. Il y a des hommes politiques de qualité tels que Franck Diongo qui voient toujours l'intérêt du peuple congolais, qui se prononcent en faveur de ceci. Donc, moi, je dirais, je remercie tous ceux qui veulent nous donner du soutien, mais ce n'est pas quelque chose que vous faites pour moi, pour me faire plaisir. C'est quelque chose que vous faites pour sauvegarder la souveraineté nationale, pour protéger l'intégrité du territoire national et surtout pour nous éviter des confusions, d'infiltration au sommet de l'État pour que la République démocratique du Congo se mette véritablement au travail en intégrant les efforts de tout le monde. On reconnaît tout le monde. On ne change pas les lois sur la nationalité. Tous ceux qui sont congolais vont continuer à être congolais, quelle que soit la façon dont ils sont devenus congolais. Tout ce que nous demandons, c'est que les autres qui ne sont pas éligibles pour la présidence puissent faire tout ce qu'ils veulent à tous les échelons possibles, dans le secteur privé, dans le secteur public, occuper tous les échelons possibles. Jusqu'à être même Premier ministre. Ils peuvent même être Premier ministre. Mais la fonction de président de la République, elle doit être réservée exclusivement aux Congolais de père et de mère. Et je pense même, en réfléchissant plus loin, il faut qu'on puisse aussi regarder la fonction du président du Sénat. Parce qu'en cas de vacances du président de la République, à la présidence de la République, le président du Sénat deviendrait président de la République pendant un certain temps. Donc je pense que ce sont des postes qu'il faut, ce sont des postes qu'il faudrait verrouiller. Et nous devons aussi, en tant que peuple, tenir compte du fait qu'il y a eu infiltration même dans l'armée, dans la police. Est-ce que nous voulons laisser dans ces corps-là des gens à loyauté partagée? C'est pour cela qu'il y a les guerres de l'Est qui n'en finissent plus. Donc nous devons penser à pouvoir purifier la vie politique, le système politique du Congo, pour qu'on ait des gens qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et au peuple congolais. Bonne chance. Merci. Nous espérons que cette loi-là va aboutir à quelque chose de bien pour la République. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme disent les musulmans, aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le docteur Noël Tchani Mwadi-Anvita. Comme disait un penseur, pour parvenir à l'amélioration des conditions de vie des populations, et il faut traiter de façon efficiente les problèmes d'un pays, il faut le faire sans état d'âme. C'était là les derniers mots pour cet entretien. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Kwaku Vantoto qui était à la prise de vue. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vos réactions, vos suggestions, je sais que vous êtes déjà très nombreux à réagir et nous vous attendons sur le numéro qui passe au bas de l'écran. D'ici là, portez-vous bien avec le même plaisir. Je vous retrouve très prochainement. Ciao.